première table ronde est un thème difficile. Il s'agit de faire le point sur l'état des sciences économiques, le constat notamment après la crise, et puis peut-être aussi une analyse historique. La parole est aux citoyennes et aux citoyens. Ça marche. Bonjour messieurs. Juste avant que je vous pose la première question, les questions que nous allons vous adresser s'adressent indifféremment à vous quatre, comme ça vous connaissez la règle du jeu d'entrée. Première question. Quelle définition la science économique donne-t-elle à une crise? Il y a eu un abus de crise. Mais si on revient à l'étymologie, c'est un moment décisif dans lequel les déterminismes du passé s'effondrent et on recherche des nouvelles reconfigurations. Dans un moment bref, où on regarde si le malade survit ou s'il périt. Mais par abus de langage, on a par exemple crise de l'emploi, le fait que depuis 1967, le chômage français ne cesse d'augmenter. Du coup, on a galvaudé ce terme-là. Alors, le bon exemple de la crise, c'est lorsqu'on ouvre le marché à Wall Street, les cotations ne s'ouvrent pas parce que tout le monde vend. Ça, c'est une crise tout à fait brutale. Dans l'économie, bien sûr, elle se manifeste de façon beaucoup plus complexe. Et la manifestation actuelle serait la suivante. La désynchronisation des institutions qui avait permis la croissance de la Seconde Guerre mondiale perturbe les anticipations des acteurs qui ne se reconnaissent ni dans l'ancien modèle, ni dans le nouveau modèle. De telle sorte que la crise est aussi celle de la pensée des politiques et de la pensée des économistes. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette définition de la crise? Alan Kirman a peut-être des nuances à apporter. Je pense que la réponse à votre question est difficile pour une raison simple, que le modèle standard qui est utilisé par des grands organismes internationaux et comme le Fonds monétaire international, par les macroéconomistes en général, c'est un modèle où les seules crises, c'est dû à un choc exogène. Quelque chose arrive de l'extérieur, boum, l'économie est temporairement mise en cause. Et à ce moment-là, les économistes disent oui, mais attendez un peu, on va revenir au normal, et puis pendant ce temps-là, on essaie de gérer ça. Et en réalité, le système est tel que on a successivement les crises. C'est-à-dire que ce n'est pas de temps en temps un événement exceptionnel. Le système continuellement génère ses propres crises. Et on n'a jamais incorporé ça dans nos modèles. Donc chaque fois on dit, mais qu'est-ce que c'était le choc qui a produit ça? Mais souvent ce n'est pas un choc externe, c'est le système évolue vers une crise et pendant cette période-là, on prend certaines mesures classiques et puis après, on attend pour que ça revienne. Mais ce qui serait mieux, c'est qu'on passe notre temps à étudier les périodes de crise et pas les périodes de calme. Et les modèles correspondent aux périodes de calme. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais si nous vous entendons bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand on parle de crise depuis le premier choc pétrolier 1973, on entend dire que la France est en crise. En fait, on ne parle pas d'une crise. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, Dominique Lyon voulait rajouter. C'est cet éclairage-là. C'est là-dessus que je voulais intervenir, c'est-à-dire ce qui fait la particularité, la difficulté de la période actuelle, c'est qu'on a une multiplicité de crises, ou une crise, on préfère parler de multidimensionnelle. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit par les deux précédents intervenants, mais peut-être qu'il faut aussi enrichir l'analyse en voyant qu'elle a des facettes différentes et complémentaires qui interagissent entre elles. C'est non seulement, comme certains l'ont dit, c'est une crise financière, un trou d'air, et ça passera. Non, c'est aussi une crise sociale, de régulation sociale, notamment, on va parler des inégalités, les inégalités en font partie. Il y a une dimension aussi essentielle aujourd'hui, c'est la dimension écologique et climatique. Quelque chose qui est absolument fondamental, c'est-à-dire qu'on voit que le système productiviste actuel bute sur des limites qui sont liées au fonctionnement de la planète. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau par rapport aux analyses antérieures et aux représentations antérieures qu'on pouvait avoir des crises. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et maintenant, nous sommes Européens. En Europe, on peut dire aussi que la crise a pris des formes particulières. Par exemple, la question des dettes souveraines et d'impact que ça a eu sur le fonctionnement des économies, sur les politiques qui ont été mises en œuvre, qui est aussi quelque chose de très important à mettre en avant. Crise des dettes souveraines qui existe beaucoup moins, par exemple, dans d'autres parties du monde, comme les États-Unis. François Morin, veut rajouter quelque chose? Peut-être, je ne sais pas si ça marche. Il faut que tu appuies sur le bouton. Il faut que j'appuie sur un bouton. Celui du milieu, oui. Parole. Voilà, encore. Non, celui du milieu.
Voilà, Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Dominique. Je crois que depuis le milieu des années 90, il s'est passé quand même quelque chose dans notre planète, du point de vue justement de la définition des crises, puisqu'on est entré dans un monde qui est devenu complètement globalisé, et notamment sur les marchés monétaires et financiers, ce qui change complètement la nature, peut-être, des crises qu'on connaît depuis. On les a appelées des crises systémiques, puisque, à travers ces crises qui se sont succédées jusqu'à la crise de 2007-2008, dès lors que le système monétaire et ensuite financier est en crise, c'est l'ensemble des marchés qui ont été atteints, et le marché économique. Donc, tout ceci vient après des processus de financiarisation, de libéralisation de la sphère financière, qui fait qu'aujourd'hui, la nature des crises a profondément, je pense, changé. On n'est plus dans un système de crise récurrente qu'on avait pu connaître jusqu'à présent, avec des caractéristiques peut-être bien connues. Je crois qu'on a maintenant affaire à des crises d'un type tout à fait nouveau. Et Dominique Plion parlait à l'instant des dettes publiques qui, aujourd'hui, font planer une menace très grave sur la stabilité du système financier. Tous les grands pays sont en surendettement et nous avons une bulle obligataire qui risque à tout moment aujourd'hui d'éclater. Donc on est dans un système vraiment nouveau pour interpréter les crises qui s'y développent. Alors, est-ce qu'il y a une autre question après cette question sur les crises? Oui, du coup, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit. Donc, pourquoi la science économique s'attache plutôt aux périodes qui fonctionnent bien? Parce que le goût de la formalisation, un modèle bien fait, est un modèle dans lequel l'équilibre est stable et répond bien aux petits chocs. Et j'ai vécu ça comme macroéconomiste. Au début, on permettait, dans certains cas, des modèles qui conduisent à des crises. Mais la profession s'est recentrée sur l'idée, si on observe durablement un État, c'est qu'il est donc structurellement stable. Du coup, comme l'a très bien dit Alan, seuls des chocs de plus en plus manifestes, mais inventés pour la circonstance, peuvent engendrer les crises. Ce qui explique le désarroi des analystes, puisque, grosso modo, la crise de Wall Street, pour Alan Greenspan, première méthode, c'est la perte de confiance brutale des traders de Wall Street qui ont perdu l'éthique de l'honnêteté. Ou alors, un autre économiste anglais, brutalement, il y a un choc négatif de productivité dans le bâtiment. C'est-à-dire, on prend la cause pour la conséquence. Et donc, la crise est très grave, parce qu'effectivement, la macroéconomie moderne s'était constituée sur l'exclusion des crises systémiques dont on parlait, ce qui explique la crise béante de ce régime. Il faut inventer des modèles non linéaires, des modèles dynamiques, etc. Donc, et du coup, il y a bien une crise assez profonde, bien que l'enseignement n'en témoigne pas l'évolution, parce qu'on a tellement investi dans ces petits détails de modèles magnifiques qu'on en a oublié d'analyser s'ils étaient pertinents par rapport aux dynamiques observées. Dominique Plion. Oui. Et en fait, les économistes, comme beaucoup d'autres peut-être, rêvent de l'âge d'or, rêvent de la période. On aurait enfin atteint la stabilité. Or, juste avant la crise de 2007, il y a eu ce que les économistes anglo-saxons ont appelé la grande modération. C'est-à-dire une phase qui a duré 15 ans, ou 10-15 ans, pendant laquelle il y avait une croissance rapide dans le monde, peu d'inflation, les déséquilibres semblaient être maîtrisés. Et ce qu'on montre, certains économistes montrent, mais qu'on avait un peu trop oublié, je pense à Minsky, c'est qu'il montre que pendant ces phases où tout va bien, où on croit que les choses vont durer, c'est là que se préparent les crises, parce que c'est là que les gens prennent plus de risques, qu'ils baissent la garde et qu'ils préparent la crise suivante. Et là, on l'a vu très clairement dans la crise de 2007, c'est qu'il y a eu cette phase de calme, ce qu'on appelle le paradoxe de tranquillité, qui a généré des comportements qui ont conduit à la crise. Donc, si vous voulez, il y a une interaction intéressante et forte entre la stabilité apparente, le calme apparent, et ensuite les crises. Et ça, c'est une des choses qu'on a apprises. Enfin, Minsky l'avait enseigné avant, mais je crois que beaucoup de gens l'ont reconnu, y compris, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale, qui était à l'époque Trichet, qui citait Minsky sans arrêt, après l'avoir pourfendu préalablement, en disant que ce genre d'économiste n'était pas sérieux. Donc, on a appris, et il y a bien un enchaînement des phases de stabilité, et un enchaînement qu'on peut vraiment bien expliquer, et les phases de crise. Alors, pour que tout le monde puisse bien entendre ce qui est dit, il faut revenir sur le paradoxe de tranquillité qui consiste à dire que les gens se comportent de façon imprudente quand tout va bien, sans penser aux conséquences d'un retournement de situation futur. Et donc ça aggrave les retournements de situation. C'est bien de ça dont on parle. Okay.
j'ai une question, enfin nous avons une question supplémentaire à vous poser, parce que, à vous entendre, les crises ne sont que des événements accidentels, un peu comme dans la loi de l'humanité, la sélection naturelle qui se fait sur un cataclysme naturel extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène dans les crises de doublage avec un cycle long, répétitif, qui viennent à certains moments, si on a une sinusoïde comme ça, atténuer les effets d'un élément extérieur ou amplifier les effets d'un élément extérieur? Nous, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait des cycles longs dans l'économie, avec des hauts et des bas. Vous en pensez quoi? Alan Kirman, peut-être? Oui, juste pour répondre à ça, et dans un certain sens pour continuer avec ce qu'on a dit juste avant, si c'était vraiment des cycles bien définis, ça serait prévisible. C'est-à-dire qu'on voit un certain mouvement, donc on voit à quel point dans le cycle on est. En réalité, ce qui arrive, c'est des choses imprévisibles. Et ce type de système très compliqué avec des effets de retour tout le temps d'un secteur vers l'autre, etc., c'est ça qui génère le fait qu'on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'on va avoir une crise. Et ça, c'est très important à comprendre. Je pense que ça émerge sans qu'on peut dire « Ah, mais à tel et tel point, on va avoir une crise ». Il y a des gens qui pensent, mais il y a aussi des milliers de gens qui ont prévu des crises à d'autres moments et qui n'ont pas eu raison, donc on ne les connaît pas. Mais juste pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que pendant presque 200 ans maintenant, ou plus, on avait cette idée en tête, qui est la base du libéralisme, c'est que si on laisse les gens tranquilles, le système va s'auto-organiser d'une façon stable. Et c'est exactement ça le problème, que le système en réalité ne fait pas ça. De temps en temps, on a ces éruptions. Par exemple, en 2003, Bob Lucas, le président de l'Association américaine des économistes, a dit « Le problème d'éliminer les dépressions, les récessions, est résolu. » En 2003, dans son discours. Et malheureusement pour lui, 2008 arrive, mais déjà en 2010, Alan Greenspan a dit « Ah oui, mais quand même, et ce qu'on peut remarquer, avec quelques exceptions notables, comme 2008, on a, la main invisible nous a donné des prix stables, une situation stable, plein emploi, etc. Et donc, qu'avec certaines exceptions notables. Et quelqu'un qui est très méchant sur un blog a dit, avec quelques exceptions notables, l'Allemagne est restée en paix avec les autres pays pendant le XXe siècle. Et quelqu'un plus méchant a dit, avec quelques exceptions notables, Alan Greenspan a eu raison sur tout. Bravo. Alors, on va clôturer cette question. On remarque comme un truc, c'est que si on reprend le principe de tranquillité comme étant un principe parfaitement identifié et connu, on pourrait quand même se dire qu'il serait raisonnable dans les moments où ça va bien de ne pas générer ce qui va amplifier les moments où ça va mal. Et qu'à ce titre-là, anticiper sur des phénomènes connus en prévision de crises futures, ça permet peut-être d'éviter des crises futures ou d'éviter des catastrophes de crise. C'est en ça que je voulais dire que quand on peut prévoir une crise, si on avait écouté les gens qui disaient qu'il y allait y avoir un problème avec les subprimes 2 ans avant, peut-être que des systèmes de régulation auraient pu mettre en place et éviter la catastrophe qui s'est produite. Je dis peut-être, on ne va pas refaire le monde. Ça clôt cette question, on va passer à la suivante, mais il y a des données qui sont, pour nous, citoyens, très objectives et qui nous ont l'air pas utilisées. C'est la remarque qu'on s'était faite globalement. Je passe la parole maintenant à Marie, qui a une autre question à vous poser. Merci. Bonjour. En même temps, la question, vous y avez un petit peu répondu, donc je vais un peu la transformer. J'ai entendu dire qu'il y a... Certains d'entre vous disent qu'il y a une crise, certains disent qu'il y a des crises. Donc ma première question, c'est y a-t-il une ou des crises? Si ce sont des crises, quelle différence y a-t-il entre? Et puis ce que je comprends en filigrane, c'est que on est obligé de... il n'y a pas de stabilité
il y a à l'analyser en dynamique. Et qu'est-ce qui en constitue la difficulté de cette analyse? Question à plusieurs volets, un peu délicate, Robert Boyer. Oui. C'est vrai que je reviens sur l'idée de l'abus du terme de crise. Ce qui est nouveau, et François Morin l'a bien dit, c'est l'articulation des crises. Une crise asiatique en 1997 se répercute à New York, qui se répercute en Europe. Une crise immobilière boursière des subprimes se convertit en une crise des dettes publiques européennes et de la Grèce. Donc vous voyez, la grande nouveauté, c'est les actions à très longue distance d'une crise apparemment locale qui se convertit en une crise d'un autre type. Et de sorte que, alors je reviens à votre précédente remarque, vous êtes trop impressionné par Schumpeter 51 Business Cycle. Il y a du kitchen, il y a du commercial, et comme une horloge, hein, vous savez, il y a une horloge biologique. Ben non, parce que la fin des booms, c'est toujours un événement aléatoire. On révèle un escroc, tel ne peut pas payer, une erreur là, etc. Donc vous avez l'impression qu'on a une horloge, et il n'y a qu'à regarder l'horloge, ils sont idiots, ils ne regardent pas. Parce qu'il y a toujours un aspect aléatoire de l'élément là. Et plus encore, il y a un élément aléatoire, parce que les Kondratiev, vers le haut, c'est jamais seulement un système institutionnel technologique se développe jusqu'à arriver à ces contradictions. Mais lorsque la crise arrive, il y a une période de tâtonnement énorme. Et moi, j'ai beaucoup étudié les Kondratiev. Les Kondratiev durent tantôt 32 ans, tantôt 17 ans, parce que c'est interrompu par la guerre mondiale, par les éléments. Donc vous voyez le problème. Ne vous fiez pas à cet élément-là. C'est une mécanique ex post rêvée, tout à l'honneur de Kondratiev, qui a risqué sa vie, mais c'est tellement. Du coup, la grande complexité des éléments, c'est la chose suivante. La science économique s'est spécialisée dans le secteur, les crises financières, la crise écologique, la crise de l'emploi, etc. Et nous voyons une répercussion globale de l'un sur l'autre. Et je dois avouer qu'en écoutant les discours des hommes politiques, ils sont complètement perdus. Du coup, ils se réfugient dans des visions absolument ad hoc, parce qu'ils sont incapables de maîtriser les conséquences de leur propre programme. Et c'est ça la grande nouveauté de la crise actuelle. Ma spécialité, c'est ça. Il y a tout un ensemble d'éléments invariants. Mais aujourd'hui, nous avons une combinaison unique. D'autant plus que ces crises interviennent dans une société démocratique dans laquelle il faut convaincre l'opinion publique. Donc il y a un autre problème qui est tout à fait comment sortir des crises sans les crises civiles ou les guerres mondiales qui ont synchronisé dans les deux précédents exemples les éléments. Donc c'est ça le grand défi. Et je dois avouer que la science économique, pour être trop spécialisée, est incapable de saisir ces éléments-là. Ils étaient présents dans le Club de Rome, dans les affaires d'indépendance, mais c'était à la frange de la profession. Il faudrait que ces économistes deviennent au centre de la profession. Alors Dominique Plion, je crois que ça va ajouter quelque chose. Non, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Robert Boyer, c'est que vous parlez des crises au pluriel. Moi, je pense qu'il faut qu'on admette qu'il y a une crise de la pensée et de l'analyse économique. La crise qui s'est produite en 2007-2008 est une remise en cause assez radicale de la pensée dominante de la période antérieure. C'est-à-dire, en fait, ce que disait Alan Kerman d'ailleurs en partie, c'est l'idée que le système converge de lui-même, s'il n'est pas gêné par un certain nombre d'obstacles, vers un équilibre. Je voudrais aussi mettre sur le tapis une autre question qui me paraît très importante par rapport, pour clarifier ou préciser ce qu'est la pensée dominante, c'est la conviction qu'ont beaucoup d'économistes qu'il faut s'intéresser principalement aux acteurs individuels, ce qu'on appelle en économie l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire si vous regardez comment vous analysez les particuliers, les entreprises, les acteurs individuels comme les banques, vous avez compris, il suffit de les réguler individuellement pour que ça marche. Or en fait, pour reprendre ce qui a été dit, c'est qu'il y a des telles interactions entre ces différentes catégories d'acteurs, en plus dans les différentes régions du monde, qu'aujourd'hui c'est dépassé ces visions. Donc il faut avoir une vision beaucoup plus globale et de nature systémique, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile. Et aussi, ça remet en cause peut-être une autre idée, c'est qu'il y a une prétention de l'analyse économique dominante à l'universalisme. C'est-à-dire qu'on va définir un modèle, et un modèle de comportement qui sera valable, qu'on soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. C'est faux. En tout cas, ça peut être sérieusement contesté parce que le contexte institutionnel, historique est tellement différent selon les régions que vous n'aurez pas les mêmes comportements, donc vous n'aurez pas les mêmes résultats suite à un choc, par exemple. Un choc donné produit en Europe n'aura pas les mêmes résultats s'il se produit aux États-Unis ou en Asie. Donc ça aussi, c'est très important et ça nous oblige, à nous économistes, à avoir beaucoup plus de modestie. Quand je dis nous, en tout cas, je me sens plutôt dans le camp de ceux qui remettent en cause justement cette économie dominante et reconstruire l'analyse économique en lui donnant cette dimension plus relative. Je crois que c'est très important et en l'ouvrant davantage à d'autres disciplines, ça c'est extrêmement important, en particulier, et Robert à côté de moi, de ce point de vue-là, ne me contredira pas parce qu'il travaille beaucoup dans cette direction, l'importance de l'histoire, du cheminement historique pour comprendre là où on en est dans différentes régions du monde.
Marie, est-ce que vous avez eu la réponse à votre question? Oui, justement, vous disiez que la science économique ne se suffit pas elle-même pour comprendre ces crises-là. De quoi a-t-elle besoin, selon vous? De quel autre champ disciplinaire? De quoi a-t-elle besoin pour rentrer dans une approche systémique et multidimensionnelle? Écoutez, je crois qu'en effet, la science économique aujourd'hui est divisée dans des visions différentes. Dominique Plion y faisait allusion. Je crois qu'il y a en réalité une véritable fracture entre la pensée dominante d'un côté et puis des pensées plus hétérodoxes. Et cette fracture, elle tient au fait que beaucoup d'économistes pensent qu'on peut ramener la science économique à une science dure, à l'image des sciences physiques, où on peut expérimenter, où on a des modèles théoriques très mathématiques pour penser la structure de la matière. Eh bien, beaucoup d'économistes pensent qu'on peut faire de même, ce qui explique leur tendance à la modélisation théorique, à oublier l'histoire de la pensée ou l'histoire des faits, et au bout du compte, ils développent des pensées qu'on peut appeler normatives, c'est-à-dire ils essayent de penser le monde tel qu'il devrait être autour d'équilibres de marché, notamment. Alors, bien sûr, ces équilibres de marché ne sont pas là. Alors, ils nous expliquent qu'avec un système d'incitation, on peut revenir à l'équilibre, et quand on est à l'équilibre, on est dans des situations optimum sur le plan social. Ça, c'est la pensée très largement dominante aujourd'hui. À cette pensée, on peut opposer effectivement la conception qui fait de la science économique une science sociale, qui doit d'abord, effectivement, pour penser les problèmes, introduire la complexité de différentes dimensions, introduire l'histoire, la science politique, la science juridique. Bien sûr, cette pensée hétérodoxe, elle a un corps théorique. Robert Boyer y a contribué largement avec la théorie de la régulation. Mais il y a, je crois, toujours cette fracture. Alors, il y en a évidemment qui sont un petit peu à la marge de cette fracture, qui essayent de jouer un peu sur les deux tableaux, mais fondamentalement, je crois que la science économique est en crise aussi, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Et si je peux me permettre de donner un exemple plus concret, peut-être, faisant appel à Bernard Maris, justement. Il se trouve qu'avant d'être parisien, Bernard Maris était toulousain. Et pendant 10 ans, il était dans notre laboratoire, ici à Toulouse. Et il se trouvait que notre laboratoire était à 50 mètres du laboratoire de Jean Tirole. Jean Tirole, vous connaissez sans doute, c'est celui qui a eu le prix de la langue de Suède, prix Nobel. Et il se trouve que nos deux laboratoires, qui développent des pensées économiques différentes, comme je viens de le dire, à travers ces deux dimensions qui s'opposent en réalité, eh bien, pendant cette période où Bernard Maris était chez nous, il n'y a jamais eu, alors que nous pensions qu'il est nécessaire de développer un pluralisme des approches, il n'y a jamais eu vraiment de contact avec l'autre laboratoire, dans la mesure où eux considéraient que ce que nous faisions était hors de propos, dans la mesure où on n'avait pas une attitude scientifique, entre guillemets. Si bien que, à un moment, le président de l'université nous a demandé quand même d'essayer de converger un petit peu, que c'était ridicule d'avoir des approches aussi différentes. Et donc, nous avons engagé une discussion avec l'autre laboratoire, et ça a buté sur des choses très, très simples. Pas question pour eux d'introduire de l'histoire de la pensée, d'introduire des éléments d'épistémologie en matière économique ou de méthodologie économique. Pourquoi? Parce qu'ils nous expliquent très bien, ils n'ont pas besoin de l'histoire de la pensée, ils n'ont pas besoin de faire de l'épistémologie, ils n'ont besoin que de faire de la théorie mathématique avec des modèles dont on a parlé, qui sont normatifs autour de la notion d'équilibre de marché. Voilà donc une situation quand même évidemment extravagante, si l'on peut dire. Et je terminerai un mot, peut-être, je suis peut-être un peu trop long sur Bernard Maris. On va repasser la parole aux citoyens ensuite, peut-être. Un mot pour terminer. Quand Bernard est mort à la suite de la tuerie de Charlie Hebdo, il y a eu des appels venant du monde entier dans notre laboratoire, mais aussi dans le leur, parce que beaucoup d'économistes pensaient que Bernard Maris appartenait à Toulouse School of Economics, à l'école d'économie de Toulouse de Jean Tirole. Et pour une fois,
Voilà. Ces économistes-là se sont tournés vers nous en disant mais finalement qui était Bernard Maris? Et donc ils ont été d'une certaine façon très déstabilisés par ce qui s'est passé ça c'était la petite en janvier histoire de Olivier pourra en parler aussi, puisque on va redonner la parole aux citoyens, je crois qu'il y a une réaction. Alors, là. Oui. Sans aller trop loin, Bernard Maris, il est un peu parmi nous tous, là. Oui. Et justement, je vais passer le micro à Marie, qui veut vous remettre dans la question du départ. Bien ce que vous disiez était fort intéressant. Enfin, je ne sais pas si c'est du départ, mais en tout cas, on débat. Alors, c'était pas prévu, je suis désolée, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce que ça me titille l'oreille. Vous dites que les approches systémiques seraient intéressantes pour aborder les questions qui se posent à nous aujourd'hui. D'autres sciences ont fait leur révolution là-dessus. L'approche systémique, c'est les années 70, voire avant. Comment se fait-il que la science économique n'ait pas fait sa révolution alors que d'autres sciences l'ont faite ? Ça tient à l'influence de Samuelson, qui a été tellement génial en trouvant des formalisations extrêmement élégantes, mais extrêmement pertinentes au début. Et hélas, ses successeurs n'ont pas eu l'intelligence d'inventer et de structurer des problèmes. Donc, en quelque sorte, il y a une bifurcation où sont entrés dans l'économie des mathématiciens qui ont introduit énormément de rigueur. Mais ce faisant, ils ont implicitement pris le modèle de la physique, fondamentalement ce modèle, à cette époque-là, par spécialisation. Alors, si vous voulez, je veux rassurer, la finance est maintenant pénétrée par des physiciens statistiques dont les techniques n'ont rien à voir. Donc faites attention, il se pourrait très bien que d'autres disciplines s'emparent, parce que là, on a exactement ce système. Pourquoi l'eau se transforme en glace, etc. C'est des questions-là. Et donc, faites attention, il y a une énorme inertie de la formation de la mentalité des économistes. Les pères fondateurs ont été absolument géniaux. Les suiveurs ont simplement ajouté marginalement des codicilles à des modèles de moins en moins pertinents. Donc il y a bien une crise institutionnelle, on est dans l'impasse, et par exemple les physiciens ont écrit des articles dévastateurs sur les économistes, en proposant d'ailleurs des modèles boursiers beaucoup plus réalistes que ceux d'anticipation rationnelle. Donc il y a une concurrence. Et deuxième point, dans les départements aux États-Unis, les sociologues, la sociologie économique, les historiens s'emparent des terrains laissés par les économistes. Donc des révolutions couvrent, mais dernier point, ces techniques-là sont non linéaires, très difficiles. Ça rend obsolète tout l'outillage technique qu'on apprend dans les universités. Donc il faut commencer à zéro. Et c'est un peu difficile parce que les gens ont fait un investissement, alors on va maximiser sous contrainte, ça je sais bien faire. Or, ça évacue l'avantage symbolique qu'avaient les techniques antérieures. Et donc c'est une grande raison, mais il se peut que ça naisse à l'extérieur des départements d'économie, des instituts d'études avancées, etc. Santa Fe Institute, etc. Ils participent, etc. Donc on a d'autres éléments, parce qu'on a d'autres façons de poser les problèmes. Ça existe. Alors, avant de juste ajouter à ça, c'est ce que Robert dit est parfaitement vrai, mais il faut faire une distinction entre les mathématiciens et les physiciens. Les physiciens de nos jours disent, mais attendez, qu'est-ce que sont ces modèles? Pourquoi vous voulez démontrer des théorèmes sur l'économie? Ce n'est pas comme ça. Donc il y a déjà une division. Deuxième chose, dans les banques centrales, dans les organismes internationaux, il y a toute une partie maintenant qui se focalise sur une autre vision de l'économie. Mais tous les petits gens qui travaillent derrière l'OCDE, qui tous les jours font un petit modèle, mais ça c'est leur capital humain. Si tout d'un coup on dit finalement il faut voir l'économie autrement, ils disent ah mais attendez, je ne peux pas aller tranquillement au boulot et faire ça. Et donc je pense qu'il y a cette réaction-là. Et dernière remarque, on est tellement capté par nos modèles qu'on essaie de transformer le monde dans notre modèle de base. Et quand on entend tout le temps, vous avez entendu systématiquement, qu'est-ce qu'il y a comme problème actuel dans le monde? C'est qu'il faut faire des réformes. Toujours vous entendez ce mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire une réforme? Une réforme, ça veut dire, est-ce qu'on ne peut pas ramener l'économie vers nos modèles? Parce que les modèles, on comprend bien, mais l'économie, on ne comprend pas trop bien. Donc les réformes qui sont proposées, c'est toujours de ramener plutôt le territoire à la carte plutôt que le contraire. En fait, la question, c'est est-ce qu'il faut jouer à Christophe Colomb ou pas? L'inconnu ou le connu? C'est un peu ça.
Oui, vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'apologue du réverbère. Si vous voulez, oui. Christophe Colomb qui part traverser l'Atlantique et qui ne sait pas ce qu'il va trouver au bout. Bon, on se rassure en étant là où on connaît. On va clôturer cette question, mais avant, il y a plusieurs choses qu'on a entendues et sur lesquelles on aimerait vous entendre. D'abord, une remarque qui n'amène pas de réponse, mais ça peut emmener la réflexion. Le fait en économie, qui est une science sociale, qui touche l'être humain, parler de laboratoire, ça dit quelque chose inconsciemment de ce que c'est cette science et du rapport que les gens peuvent avoir à cette science. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ce que nous remarquons là, quand on vous écoute et qu'on échange rapidement entre nous, c'est qu'il y a une grande inertie à l'évolution de la science économique. Et la question qu'on avait derrière ça, c'était: est-ce que vous pensez que la science économique est capable d'accélérer aussi vite que l'évolution du monde? Ou est-ce qu'elle est en permanence à la traîne, c'est-à-dire qu'elle est en permanence en train de décrire ce qui fut et pas de dire ce qui sera? Mais si je peux vous répondre directement. Considérant des problèmes de régulation, on dit: ah, mais pourquoi grande crise financière, on n'a pas eu suffisamment de régulation? Il faut changer le système de régulation bancaire. On est toujours en train de traîner derrière les événements, toujours en train de mettre en place des règles. Et les êtres humains, évidemment, en particulier les habiles, les banquiers, etc., sont parfaitement capables de dire: donnez-nous des règles et on va voir comment on peut les contourner. Donc je pense que pour cette raison-là, on est d'abord toujours un peu derrière. Et deuxièmement, cette histoire d'inertie est très importante. C'est-à-dire que Mario Draghi, à un moment donné, il a dit: l'euro était pas mal, mais c'est comme le bourdon. C'est un insecte qui ne peut pas voler. On a des modèles qui montrent que le bourdon ne peut pas voler, malgré le fait qu'on voit le bourdon qui vole. Il a dit: l'euro maintenant doit devenir une abeille normale. Et puis, à ce moment-là, ça peut voler sans problème. Mais c'est quand même bizarre que parce qu'on a un modèle qui dit que le bourdon ne peut pas voler, on pense qu'il faut modifier le bourdon et pas le modèle. Et ça, c'est un peu notre approche. On vit avec les modèles qu'on manipule bien, au lieu de changer le modèle pour correspondre à la réalité. Dominique Plion souhaite ajouter quelque chose. L'histoire du laboratoire, tout le monde n'utilise pas laboratoire. Chez moi, on est plusieurs, d'ailleurs j'ai des collègues qui sont là, on parle de centre de recherche. Nous sommes le centre d'économie de Paris-Nord, par exemple. Donc on n'emploie jamais le terme de labo. Ça, je pense que c'est l'influence des sciences dites exactes, où on est en physique, par exemple, en biologie, on est dans des labos. Alors du coup, par extension, dans les universités et autres institutions, on parle de labo pour tout le monde. Mais nous, on n'emploie jamais ce terme-là. En tout cas, moi, je n'emploie jamais. La question de la régulation, je voudrais la poser en des termes différents. À qui profitent les régulations qui sont mises en place? Et qui s'oppose aux transformations de ces régulations? Je pense qu'il faut poser la question en ces termes-là. Prenons la régulation financière. La régulation financière, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est stoppée et qu'on va même vers un moment de remise en cause des régulations qui ont été mises en place depuis la crise. Au profit de qui? Qui bloque? Et je crois que les économistes doivent rentrer dans le champ institutionnel, notamment du rôle des différents acteurs, des groupes d'acteurs, et par exemple le rôle des lobbies, c'est-à-dire des groupes d'acteurs qui, à un moment donné, influencent la décision publique et empêchent éventuellement des réformes qui nous feraient éventuellement converger vers une situation plus conforme à l'intérêt général. Donc il faut faire attention, on ne cherche pas nécessairement à converger vers un optimum général ou conforme à l'intérêt général, mais plutôt des groupes poussent à ce que ça aille dans leur direction, parce qu'à un moment donné, ils ont un rapport de force qui leur est favorable. Et je crois qu'il faut raisonner en ces termes-là pour comprendre ce qui se passe, et aussi pour s'organiser, pour résister et lutter contre certaines décisions qui sont prises, qui paraissent très dangereuses, comme celle aujourd'hui de déréguler à nouveau la finance. Alors surtout rester toute la journée, parce que je pense que ces questions vont être abordées par la suite. Oui. Je vais passer la parole à Manuel, qui va vous poser la question suivante. Bonjour à vous. On a vu la nécessité en fait de l'approche pluridisciplinaire. Alors, quelle est l'influence de l'analyse historique dans vos travaux de recherche respectifs? Écoutez, dans la continuité de votre seconde question, on sort des grandes crises avec une transformation des techniques, de l'organisation politique, des modes de vie, de la géographie. Et un régime s'établit.
Et au bout d'un certain temps, les économistes arrivent à forger une théorie en disant « Ah, j'ai enfin compris ce régime ». Et c'est assez joli parce que Irving Fisher est très content dans la récupération des années 30, il est content que l'économie est stabilisée. Robert Lucas est content, maintenant on a vaincu les cycles, etc. Et John Robinson avait dit le drame des économistes, c'est à peine ont-ils compris un régime socio-économique que ce dernier entre en crise du fait des stratégies que ce régime a développées auprès des agents. Donc l'histoire est absolument fondamentale. Et moi qui fais des analyses comparatives, suivant le développement de la crise en Chine et aux États-Unis, vous voyez qu'il y a une historicité, ne parlons pas de l'Europe, qui est un autre élément encore plus compliqué d'articulation, de régulation nationale. Et donc, cette historicité est absolument essentielle. Et c'est, je dirais, la seule voie pour essayer de contrebalancer les logicistes. J'ai un modèle universel, parce que moi je suis scientifique, et je l'applique. Et si ça ne va pas, à coup de marteau, je fais des réformes pour que la réalité rentre. Parce que c'est fondamentalement, si vous lisez le bouquin de Jean Tirole qui est remarquable, c'est comment faire rentrer dans une logique où enfin, on a le nirvana de l'équilibre général, qui est un optimum de... Il est remarquable parce qu'il nous décrit ce projet totalement normatif. C'est-à-dire que la science se convertit en un processus pour que l'économie réelle ressemble à celle d'une économie dans laquelle... D'ailleurs, les économistes se privent de tout rôle parce que lorsqu'on est au point de Tyrol, on n'a plus besoin d'économistes, puisque prévaut la loi de la main invisible. Il faut dissoudre tous les départements d'économie parce que toutes les externalités ont été vaincues. Donc l'historicité est la grande voie. La grande difficulté, c'est que si pour certains la science c'est la formalisation de modèles mathématiques rigoureux, c'est là où le bas blesse. Il faut plutôt des outils empruntés à la physique. Moi je suis tout à fait d'accord. Dans le centre de recherche où j'étais, il y avait deux oppositions. Ceux qui avaient comme rêve les mathématiques. Et ça donne du Debreu. Et puis ceux qui avaient la physique. Et moi, je crois qu'on devrait plus s'inspirer de la physique, parce qu'il y a une historicité de la constitution. Lorsque vous faites bouillir de l'eau, la gelée, etc. Et dernier point, pour la physique, il y a les niveaux micro, méso, macro. Je parle dans le détail, mais c'est le grand problème. Vous comprenez que tous les sophismes néoclassiques, c'est l'homo economicus tout seul face à la société. Ceci ne marche pas. Il y a des agents hétérogènes, il y a du mimétisme, il y a de la certitude, il y a de l'apprentissage. L'historicité est une voie absolument. La grande difficulté, si on est un étudiant en doctorat, c'est qu'il faut connaître l'histoire, il faut creuser. Il est beaucoup plus économique de spécialiser en mathématiques, parce que les mathématiques ont un pouvoir de simplification énorme. Donc le grand drame est le suivant. Les talents se dirigent vers des formalisations qui se vendent très bien, qui sont bien rues, et l'effort historique suppose la question d'équipe afin de cerner ces mécanismes correspondants. Dernier point, ça suppose le déplacement des frontières disciplinaires. C'est-à-dire que dans ce travail-là, c'est plus seulement de l'économie, ce sont des sciences sociales. Et j'ai noté dans les 20 dernières années un durcissement des disciplines, paradoxalement. Au moment où il faudrait les mêler, on a plutôt un durcissement disciplinaire. Chaque discipline se sent menacée par rapport aux autres. Donc l'historicité est absolument fondamentale. D'autres des compléments là-dessus, ou vous souhaitez passer à la question suivante peut-être, sur le rôle de l'histoire? Je reviens sur l'usage de l'histoire, puisque c'est la question sur laquelle on est dans vos travaux de recherche. Sans rentrer ni dans la mathématisation, ni dans le côté du physicien. Est-ce que, entre, par exemple, la grande crise d'avant-guerre, disons, et celle qui est de 2008, grande crise, là, est-ce que vous y voyez des traits communs? Est-ce que vous y voyez des éléments de différenciation qui permettent quand même de repérer des choses, des mécanismes de fond qui seraient à l'œuvre? C'est ça qu'on aimerait comprendre. Justement, c'est au cœur les théoriciens isolent un mécanisme et en font une théorie. Par exemple, dans la crise des années 30, on peut détecter le même trait de qualité qui annonce la crise, l'effet de la déréglementation sur les flux financiers. Donc on peut découvrir, de même dans une dépression, c'est le modèle de Fisher, on peut détecter on veut rembourser sa dette, on fait une guerre des prix, la dette en termes réels s'augmente. On a des mécanismes invariants, mais ils se recombinent dans des proportions toujours différentes sur le temps. Vous voyez que, alors regardons pourquoi 2008 ne fait pas la dépression, parce qu'au début, mes collègues économistes ont comparé les coûts de la dépression du produit industriel aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le banquier central avait appris que la banque centrale doit être le prêteur en dernier ressort.
On interrompt donc la dynamique. Vous voyez que le problème, les mécanismes commencent à ressembler à Debt Deflation Theory de Fisher, mais à travers l'étude de l'histoire ou l'institutionnalisation du fait qu'il y a une banque centrale, vous pouvez éviter la dynamique. Et dernier point, ceci se fait sous contrôle démocratique ou sous contrôle de lobby, et donc il y a toujours un contexte tout à fait différent. Donc le grand art serait de recombiner ces mécanismes dont on peut détecter et faire une invariance. On peut reconstruire la macro. Je suis en train de faire un livre sur les 12 mécanismes de la macroéconomie. Et on les combine chaque fois de façon originale. Et c'est là le talent de l'économiste. Ce serait un art plus qu'une science normative et déductive. Alan Kerman, peut-être? Oui, non, juste pour compléter. Il y a un certain nombre de bouquins, évidemment, qui essaient de comparer. Barry Eichengreen a écrit un bouquin remarquable comparant les deux grandes crises. Et comme dit Robert, chaque crise a une différence. Mais JP Morgan avait une phrase qui peut être utile à rappeler, c'était quand il y a une crise, il faut jeter de l'argent dessus. Et si ça ne résout pas, on jette plus. Et ça, c'est peut-être une leçon qu'on a appris. Les Américains ont fait exactement ça. Donc on oublie tous les principes de fonctionnement de l'économie, on jette. Et on a fait en différentes mesures en Europe, au Japon et aux États-Unis. Et peut-être aussi, ça c'est une différence. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas chaque crise a ses aspects historiques, a aussi ce qui est derrière. Et tout le schéma institutionnel a changé aussi. C'est-à-dire que juste avant la Première Guerre mondiale, le juge Brandeis, qui était un juge de Cour suprême aux États-Unis, a écrit un bouquin splendide où il a dit, vous savez que la chose que les gens veulent bien avoir, c'est lois qui pondent des œufs en or. Mais il a dit ce qui est nettement mieux, c'est de prendre les œufs que notre roi a pondus, et comme ça on n'a pas le boulot de s'occuper de lois. Il a dit ça, c'est ce que font les banquiers. Ils font avec l'argent des autres. Et là, il faut faire attention. Et ça revient, ce thème-là, dans les crises. Évidemment, toute l'institution a changé, mais il y a des éléments communs quand même. On reconnaît les mêmes identités. Et pendant un certain temps, on va s'occuper simplement d'éteindre le feu, et puis après, on va revenir aux politiques avant, comme si le feu est éteint, et on continue. Jeter de l'argent pour éteindre les incendies. Alors, juste deux choses. Sur les éléments communs aussi, il y a, quand on parle des deux crises, c'est des phases d'inégalité fantastiques, de montée des inégalités pendant la phase qui précède la crise, extraordinaire. Donc ça, c'est un point. Il y a des éléments comme ça, bien sûr, dans des contextes très différents, mais ça, c'est une caractéristique. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, comme tu l'as dit, Robert, une des leçons qu'on a tirées de la crise de 29, c'est qu'il faut que les banques centrales agissent et jouent pleinement leur rôle de prêteur en dernier ressort. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne surréagit pas par rapport à cette leçon qu'on a tirée, à savoir que l'inondation en liquidité et en argent dans le monde entier aujourd'hui va probablement aggraver ou pourrait être un élément d'aggravation de la crise, c'est-à-dire qu'on surréagit. Et parmi le monde citoyen, il y a aussi floraison de propositions qui s'inspirent de cette idée que les banques centrales peuvent tout résoudre. C'est ce qu'on appelle par exemple le quantitative easing for the people ou la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire balançons de l'argent dans l'économie et on résoudra le problème de la pauvreté, on résoudra le problème du quantitative easing vers le problème du financement de la transition écologique, tout ira bien. Donc là, en ce moment, on est dans une phase un peu de surréaction par rapport à des choses qui ont été apprises sur la crise de 29, mais probablement, attention, les leçons doivent être tirées, mais aussi avec modération. François, Oui, simplement pour compléter ce tour de table, en effet, la nouveauté, c'est que les banques centrales agissent. Ça, c'est tout à fait vrai, et elles inondent de liquidités essentiellement les marchés financiers, du reste. Et la question que ça pose, en fait, comme vous le savez tous, les banques centrales sont indépendantes. Or, en réalité, elles exercent finalement, à travers cette action d'expansion des liquidités, des fonctions réellement politiques. Parce que qu'est-ce que ces banques centrales rachètent en inondant de liquidités? Elles rachètent des dettes souveraines, des dettes privées maintenant. Et sur quels critères, finalement, ces rachats sont-ils faits? Eh bien, évidemment, on peut penser que derrière ces rachats, il y a des options politiques. D'où, en réalité, un problème qui se pose, c'est que
on a cru que la monnaie, finalement, était neutre par rapport au fonctionnement de l'économie. C'est du reste une des options théoriques de la théorie économique dominante. En réalité, à travers les fonctions non seulement traditionnelles de la monnaie, on s'aperçoit bien que la monnaie a aussi des fonctions très politiques. Et je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui de notre temps, c'est de retrouver pour les États cette fonction politique. La monnaie a toujours été, par le passé, dans l'histoire, le fait d'avoir été créée par des souverains, c'est-à-dire par ceux qui détenaient le pouvoir politique. On a perdu complètement cette notion, et je crois qu'un des problèmes de la monnaie européenne notamment, c'est d'avoir oublié cette fonction politique. Voilà ce que je voulais dire en complément peut-être de ce qui a été dit jusqu'à présent. On passe peut-être au thème suivant. Non, vous voulez qu'on continue sur ce même thème? Très bien. Ok, c'est vous qui avez... Du coup, moi j'avais une question par rapport à tout ce que vous avez dit sur la description des nouvelles crises telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Pour moi, ce qui n'est pas bien clair, c'est qu'est-ce qui est de la cause et qu'est-ce qui est de l'effet. Et en gros, est-ce qu'il y a des causes qui sont quand même plus importantes que d'autres? Voilà. C'est le grand problème de l'économie. Comme l'a dit très bien Alan Kirman, ce qui est impressionnant, c'est la théorie standard des modèles dynamiques, d'équilibre stochastique, général équilibre. On pris la cause pour la conséquence. Par exemple, dans ce modèle-là, je vous décris comment arrive la crise des subprimes. Je me passe en Angleterre. Il y a une chute de la productivité dans le BTP. Alors, ceux qui avaient investi dans le BTP, les prix baissent. Comme les prix baissent, il y a un stock market. Alors que, voyez, vous avez une bulle qui a alimenté des bulles immobilières. Cette bulle se dégonfle. On s'aperçoit, prenons le cas de l'Espagne, que 13% du PIB allait au logement. Et du coup, il y a un retard d'ajustement de l'emploi qui fait que ce qui apparaît comme une chute de la productivité est en fait le cycle keynésien. Donc la grande difficulté de l'économie, c'est ne pas confondre la cause pour la conséquence. Et là où moi j'étais absolument effaré, c'est que la théorie moderne a embarqué des gens extrêmement intelligents pour prendre la cause pour la conséquence. Et c'est ça, c'est absolument dramatique. Parce qu'en fait, adoptant une idée, vous avez des causalités qui s'enchaînent les unes par rapport aux autres. Vous avez le début, c'est simple, il y a un choc boursier, et puis toute une série d'enchaînements de causes. Et la force des néoclassiques de dire tout ça, c'est des chocs. Il y a une irrationalité, revenons à un point mythique. Parce qu'il est très difficile d'écrire ces enchaînements. Il y a des causes, il y a des conséquences, et la conséquence revient comme choc. Et du coup, vous voyez, il faut des modèles récursifs, au demeurant non linéaires. Excusez-moi d'être technique. Ce qu'il y a de beau dans ces modèles, on linéarise, et donc si vous êtes trompé, vous revenez au passé. Par exemple, je prends des modèles, vous renversez toute la politique économique depuis les 30 Glorieuses et revenez à la croissance de 7% par an. C'est magnifique. Donc, il n'y a pas d'irréversibilité. Et donc là, la grande question de l'économie, c'est comprendre l'irréversibilité. Une cause produit des conséquences, mais en revenant au point initial, ce n'est pas la solution parce que toute une série d'autres causalités ont joué. Et dernier point, la complexité des interdépendances dynamiques est sans précédent. Moi, j'ai beaucoup étudié la crise des années 30, elle était complexe, il y avait des ramifications économiques, financières, internationales, mais la présente est encore beaucoup plus complexe. Et nous n'avons pas la théorie qui correspond. Parce que prenons le quantitative easing, le banquier central innove. Il va jusqu'au bout du prêteur dernier ressort. Mais il ne sait pas comment en sortir si l'économie ne reprend pas. Donc, nous avons inventé la théorie qui permet de sortir du quantitative easing. Vous voyez très bien, en quelque sorte, d'où mon mot d'ordre favori, le suivant. La théorie économique est fille de l'histoire. Alors que pour les néoclassiques, l'histoire est fille de la théorie. Ce sont des égaliens, en quelque sorte. On va bien converger vers un état. Non, nous n'avons pas la théorie qui nous permet de comprendre la crise actuelle. Ce qui rend extrêmement périlleuse les sorties de crise, puisque vous comprenez bien que c'est les discours du passé. Revenons au passé, l'âge d'or. Vous voyez le problème quoi? Dans ce fatras, simplifions. Et les simplifications, c'est le nationalisme, c'est le protectionnisme. Vous voyez le problème. Il y a un vrai problème de conceptualisation. Dernier point, vous voyez que c'était très long. Mes idées ne passeraient jamais à la télévision. Parce une réaction? Du coup, oui, j'ai une réaction. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque avec toute cette complexité qui est propre de notre monde actuel, à noyer la responsabilité? C'est pour ça que je parle des causes. Est-ce que, moi je vous dis très clairement ce que nous on pense au niveau du groupe, on est très interpellés par la finance et comment est-ce que tout ça se passe, et est-ce que là il n'y a pas aussi par cette complexité quelque part une dilution de responsabilité et que finalement des dérèglements qui pourraient être des causes
puisse passer pour des conséquences Je crois qu'on peut répondre. Alain, tu voulais parler? Non. On peut répondre aussi en essayant de dire quels sont les acteurs importants et dominants. Dans le champ de la finance, vous avez les acteurs des banques, des investisseurs, vous avez des autorités, et puis vous avez aussi des groupements d'acteurs que j'appelais tout à l'heure les lobbies. Et vous pouvez, en travaillant, en appliquant éventuellement la théorie des jeux d'ailleurs, vous avez des coalitions d'acteurs, et vous pouvez essayer de déterminer quels sont à un moment donné les rapports de force qui expliquent pourquoi on va dans telle direction, quel type de décisions sont prises, etc. En fait, ce n'est pas si complexe que ça. Simplement, il faut essayer d'expliquer, sauf que nous n'avons pas tous les mêmes représentations, nous n'arrivons pas tous aux mêmes conclusions. Je pense que pour les citoyens, ce qui est peut-être difficile, c'est que les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Vous mettez 5 économistes dans une salle sur un sujet, vous avez 5 réponses différentes. Donc le problème, c'est arriver à démêler dans toutes ces approches quelle est celle qui paraît la plus raisonnable et la plus conforme à la réalité, mais aussi conforme à nos intérêts. Parce que quand on est salarié d'une entreprise, on n'a pas forcément la même réponse par rapport à ce qu'il faudrait faire que quand on est actionnaire d'une entreprise. Et donc c'est d'ailleurs normal. Et donc il faut aussi mettre tout cela en regard, vous voyez. Donc aujourd'hui, nous avons une logique actionnariale qui est dominante dans les entreprises, ça explique leur comportement. Cette logique actionnariale n'existait pas, ou beaucoup moins, il y a 20 ou 30 ans. Ça a totalement changé le fonctionnement des entreprises. Donc, ça, c'est des éléments de réponse qu'on peut quand même donner d'une manière assez claire, je crois. Donc, il ne faut pas croire que tout est complexe. Il y a quand même des éléments d'explication qui permettent, je crois, de bien démêler les choses. Il ne faut pas s'affoler ou en tout cas être pessimiste. Il y a moyen d'analyser, de comprendre ce qui se passe. Bon. Alan Kirman, oui, un complément? Je peux juste rebondir sur ça. On essaie d'avoir des théories qui sont assez générales, c'est d'accord, on va expliquer ce qui se passe. Mais je pense que le diable est dans les détails. C'est-à-dire que quand on regarde un marché, si on commence à regarder vraiment comment ça fonctionne, on commence à voir des choses qu'on ne voit pas dans les modèles à un niveau très général. Je vous donne un exemple très simple. On a parlé des produits dérivés basés sur les prêts immobiliers. Qu'est-ce qui est arrivé? Les banques prêtaient à des gens standards avec des conditions classiques, et puis après, quelqu'un a eu l'idée géniale de dire mais j'ai 100 prêts maintenant, je vais les mettre ensemble et couper en tranches et je vais vous vendre un bout. Et comme ça, tout le monde dit ah mais tous les prix des maisons augmentent tout le temps, il n'y a pas de danger, etc. Et tout le monde a acheté ces instruments, mais si on veut savoir est-ce que ces trucs étaient bien à bon ou non, il faut vérifier chaque prêt. Ça, c'est très compliqué. Donc, si je vois que tous les autres continuent à acheter et vendre ces instruments, ça continue à circuler. Même quand les prix des maisons derrière commencent à chuter, quand les gens ne commencent plus à payer le prêt. Aux États-Unis, j'ai une petite photo de Caroline du Sud où vous avez local drugstore, hair, nails and mortgages. C'est-à-dire que les gens proposaient des prêts immobiliers dans les petits... Et tout le monde prêtait. Ces prêts étaient extrêmement vulnérables. Les gens n'avaient pas les sous pour acheter. Mais ça, c'était caché parce que c'était assimilé avec d'autres prêts. Personne ne vérifiait. Et à un moment donné, quelqu'un commençait à vérifier. Ah, regarde tout ça. Tous ces prêts sont toxiques parce que les gens ne payent plus, etc. Et tout d'un coup, le marché s'effondre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir exactement quand, parce que ça dépend des petites actions comme ça. Et tout le système est imbriqué, à la fois les consommateurs qui ont emprunté, à la fois les banques, etc. Et donc, il faut vraiment regarder comment ça fonctionne pour comprendre pourquoi tout d'un coup, tout le système s'effondre. Et notre théorie générale ne va pas incorporer ces détails-là. Dominique souhaite juste rajouter quelque chose. Puisqu'on faisait la comparaison États-Unis, d'autres régions, il y a aussi autre chose qui est très important, c'est la régulation, les règles, les contraintes. Aux États-Unis, on a totalement dérégulé les prêts aux ménages, ce qui fait que des ménages au chômage, des ménages extrêmement précaires pouvaient s'endetter massivement. En Europe, en France, c'était pas possible. En France, nous avions maintenu la régulation et la surveillance de surendettement des ménages. Je prétends qu'en France, nous n'aurions jamais eu une crise des subprimes, alors qu'elle a existé aux États-Unis. Tout ceci pour montrer l'importance des institutions
et des règles et des différences d'une région à l'autre, et pourquoi il faut absolument revenir aujourd'hui sur des régulations fortes pour contraindre les acteurs financiers à ne pas faire des bêtises qu'ils faisaient, c'est-à-dire à prêter à tout bout de champ, y compris à des gens dont ils savaient qu'ils ne rembourseraient pas, parce que comme l'a dit Alan, ils se débarrassaient des prêts de toute façon en les revendant, donc ça leur posait aucun problème de vendre à des gens qui ne rembourseraient pas. Dans d'autres régions du monde, en France par exemple, c'était pas possible. Donc ça montre que quand même, il y a des points de repère. Et un des points de repère, c'est la régulation et les règles, les contraintes qu'on impose aux acteurs financiers, dans le domaine de la finance en particulier. Oui, Dominique, mais justement, en France, nos grandes banques ont acheté ces produits financiers dérivés. Donc, on avait beau avoir une réglementation qui empêchait ce type de prêts et de produits dérivés, en réalité, c'est comme ça que la crise est devenue globale et mondiale, c'est que toutes les grandes banques à caractère systémique ont acheté ces produits financiers. Et donc j'embraye aussi pour dire la chose suivante. Je suis très sensible à l'argument de Robert Boyer sur l'enchaînement des causes pour la compréhension finalement de la nature des crises qui se développent. Si on analyse justement la suite de la crise de 2007-2008 sur nos économies les plus développées, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des soutien à l'économie énorme pour éviter effectivement les phénomènes récessifs. Il y a eu un soutien aux banques très important. Il y a eu des nationalisations en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Ce qui fait que d'un seul coup, et on le voit très bien au niveau des dettes publiques, vous avez eu une rupture, une montée en flèche, une accélération dans l'évolution des dettes publiques à partir de 2008-2009. Et aujourd'hui, et donc cause-conséquence, aujourd'hui, à cause de cette crise de 2007-2008, vous avez un surendettement des États, dont je parlais tout à l'heure brièvement, qui probablement sera à l'origine de la prochaine crise financière. Donc on voit bien que ce qui est important, je vous coupe parce qu'on va avoir à venir à la question suivante. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous exprimer, je vous promets. Parce que la question suivante va vous faire plaisir, parce que ça fait 1 heure qu'on détruit le monde, on parle de catastrophe, et là on va se remonter le moral sur la question suivante. Très bien. Il y a quand même une constatation à tout ça, c'est que la question du quand on parle d'une crise, n'est peut-être pas aussi importante que la question du quoi. À vous entendre, c'est ce que on semble nous comprendre. Absolument. Je crois qu'on peut dire simplement, et c'est la question du quoi, que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que demain ou après-demain éclate une nouvelle crise financière, mais on ne peut pas répondre à la question de savoir quand. Ça, c'est pas possible. Alors, mais les conditions sont réunies. Alors Fanny va vous poser une question qui vous concerne individuellement tous les 4. On aimerait entendre votre point de vue chacun là-dessus et réellement le fond de ce que vous pensez intimement. Alors, attention, cette question a l'air délicate. Nous sommes toutes oui. Au regard de vos analyses, quelle serait pour vous une situation économique satisfaisante ? Alors. Qui veut commencer, messieurs? Alan Kerman, peut-être, veut commencer? Qu'est-ce que ça serait une situation satisfaisante, de votre point de vue? Première chose, c'est que typiquement, vous avez entendu dire, mais ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y a croissance qui bénéficie à tout le monde. Mais je pense que nos critères doivent complètement changer. C'est-à-dire qu'on doit penser au bien-être des gens beaucoup plus que la croissance qu'on peut produire de plus en plus. Et tout le monde doit travailler de plus en plus. Et le seul problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas les gens, il y a trop de gens sans travail. Mais il faut aussi repenser cette idée-là. Si on peut produire de plus en plus avec de moins en moins de travail, il faut peut-être penser à l'idée de ce que c'est le travail. Est-ce que c'est vraiment... On dit, mais les Allemands, ça c'est des gens sérieux, ça bosse. Hein? Mais est-ce qu'on veut un monde qui bosse tout le temps? Est-ce qu'il ne faut pas changer l'idée et penser, ou peut-être les gens seraient plus heureux s'ils travaillaient moins? Et systématiquement, on a vu dans l'histoire que le temps de travail... Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il faut créer le même type de boulot aujourd'hui pour tout le monde. Et le problème, c'est que les pauvres qui ne travaillent pas doivent avoir le boulot qu'on avait avant. Mais peut-être il faut repenser et repartager le travail limité nécessaire
et puis avoir d'autres types de boulot qui contribuent à la satisfaction de tout le monde, mais qui ne sont pas produire des iPhone 10 ou les iPhone 11, etc. Et je pense que je pense qu'il y a une double évolution que je vois, c'est une diminution de cette notion que tout le monde doit aller au boulot à 8 heures et bosser et revenir, plutôt que d'avoir une situation où on produit moins, des gens ont des activités très différentes et où les gens sont plus contents qu'avant. Et ça aussi, ça diminuerait les inégalités. Et ça, c'est un problème. Est-ce que on n'a pas eu le temps de parler des inégalités, mais juste pour vous dire une chose sur ça, dernière chose, c'est que tout le monde dit l'inégalité, c'est un problème très important. Thomas Piketty a eu des moments de gloire à cause de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, après toute la publicité qu'on a eue, les gens n'ont aucune idée de le niveau de l'inégalité. Quelqu'un a fait une survey à Dan Ariely aux États-Unis, demandé à 5000 personnes si vous devez dire combien de la richesse est détenue par les 20% les plus riches, qu'est-ce que vous dites? Et donc tout le monde remplissait ce formulaire. Et quelle était l'idée moyenne? C'était, même après toute la publicité, 60%. Ils disaient, 60%, c'est terrible. 20% pour cette 60%. Qu'est-ce que vous pensez que ça devait être? Ils disent, oui, mais ces gens-là bossent un peu plus, donc peut-être il devait y avoir 30%. Et puis, on a regardé quelle est la réalité. C'est 85% de la richesse est possédée par les 20% plus riches. Donc, même avec toute la publicité, toute l'attention qu'on a prêtée, on ne se rend pas compte aujourd'hui du niveau d'inégalité. Et ça, c'est quelque chose, je pense, quand le monde commence à changer, quand la finance devient moins importante, peut-être les gens seraient à la fois plus contents et on aura une distribution de revenus et de richesses beaucoup plus égale. Est-ce que François Morin... voilà une piste intéressante pour faire un postulat de départ de la recherche économique. Je dis voilà un postulat de départ intéressant pour la recherche économique à venir, c'est la diminution des inégalités. Absolument, puisque Piketty le montre très bien, il y a eu une croissance exponentielle des inégalités sur les 20 ou 30 dernières années, et que finalement, on peut interpréter cette croissance exponentielle comme peut-être le signal que ce monde qui est en multicrise, peut-être a besoin de revoir un peu ses fondamentaux économiques. On parlait tout à l'heure du travail ou de la valeur travail. Je crois qu'un des grands problèmes qui va se poser à nous, c'est de refonder autrement ce travail, de l'affranchir, si je puis dire, de la valeur capitale. Dominique tout à l'heure parlait de la valeur actionnariale. On voit bien que la valeur travail est pour l'instant soumise toujours à la valeur capitale. Et si on arrive à affranchir cette valeur travail de la valeur capitale c'est finalement un statut normatif, c'est elle qui organise nos sociétés, alors que c'est la valeur travail qui produit c'est le travail qui produit la richesse qui est la nôtre. Donc on voit bien qu'il y a un écart là qui est vraiment important. Donc je crois que la première chose, si on veut être positif, si on veut avoir une vision satisfaisante de l'avenir, c'est d'abord de refonder le travail dans son organisation et l'affranchir de la valeur capitale. Évidemment, c'est très lourd comme réforme, mais il y a aussi autre chose. Je crois qu'il faut aussi refonder la monnaie, car on l'a vu tout à l'heure, la monnaie joue un rôle absolument fondamental dans le fonctionnement de nos économies, parce que la monnaie, c'est une monnaie crédit, c'est-à-dire une monnaie qui permet de financer des projets, qu'ils soient locaux, nationaux ou même internationaux. Donc la monnaie, elle joue un rôle considérable, et il se trouve qu'on a délaissé cette monnaie à des banques privées et à des banques centrales, et on a perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être cette fonction politique que remplit la monnaie. Et donc là aussi, il faut refonder la monnaie. Et comme le lien entre la monnaie et le crédit est très important, on voit bien le lien aussi avec la démocratie. Car le crédit finance des projets. Et où sont les projets? Et certes, il y a des projets individuels. Si on veut financer sa maison ou sa voiture, on voit bien qu'on a besoin de crédit. Mais pour un État, c'est la même chose. Un État vit sur des projets qu'il peut lancer
pour le bien collectif, pour le bien général. Et donc là, le crédit est également nécessaire. Et donc on voit bien que ce soit au niveau national, voire au niveau local, avec des monnaies locales, il y a là un lien fondamental avec la démocratie, car il faut prendre des décisions concernant le financement de projets qu'on peut porter. Donc voilà, peut-être que le mot d'ordre, c'est pour sortir sur le fond du système dans lequel on est, qui est de façon récurrente en crise, qui est en multicrise aujourd'hui. Il faut changer, je pense, c'est logique, en refondant le travail, la monnaie et la démocratie. Merci. Robert Boyer. Je dirais que une économie est satisfaisante si l'organisation économique est compatible avec les demandes sociales des citoyens. Pourquoi il y a une telle insatisfaction? C'est que certains modèles nous montrent que lorsque, par exemple, imaginons que la réglementation financière soit faite par les financiers, contrôlée par eux-mêmes. Vous avez un biais de représentation. Les entrepreneurs ne sont pas représentés, les salariés ne sont pas représentés. Donc, dans certains travaux qu'ont fait mes collègues, il y a une présomption du rôle de la démocratie. Si toutes les parties prenantes, les salariés, les entrepreneurs, les retraités sont parties prenantes, à travers un processus de délibération, alors on a la légitimité politique et le nom du jeu est de trouver une économie qui rend ces demandes possibles. Et si on regarde bien, beaucoup de littérature de mes collègues qui sont sociologues, économistes, politologues, envisagent, je vise mon collègue Wolfgang Strick par exemple, un grand divorce entre capitalisme et démocratie. Dans la mesure où la gestion efficace du capitalisme impose des plans contre la satisfaction des besoins. De telle sorte que je vais simplifier très rapidement, je vais tenter une nouvelle fois de vendre mon modèle. Sous les pavés, la plage. Par exemple, aux États-Unis, tout le monde regarde la voiture électrique, le train à haute vitesse, etc. Savez-vous que les dépenses de santé représentent 18%? C'est la seule dépense qui n'a cessé de croître depuis les années 30. De telle sorte que, sous les pavés, la plage est le suivant. Nous regardons tous nos téléphones portables, nos ordinateurs, et en fait, de quoi est fait le mode de vie américain? De la santé, de l'éducation et de la culture. Si vous adossez ça, et j'appelle ça le modèle anthropogénétique, vous avez que souterrainement, le modèle du XXIe siècle, c'est celui-ci. La production de biens compétitifs et changeants sur le marché mondial n'étant que la condition de l'épanouissement de ces modèles. Ce qui vous explique le relativement succès, malgré les réformes, des pays sociodémocrates, dans lesquels il y a des secteurs compétitifs, mais l'objectif est la satisfaction. Du coup, ça ne peut se passer sans réforme de la démocratie, c'est-à-dire comment on rend compatibles les intérêts qui restent contradictoires. Et ce déséquilibre nous induit, alors très clairement, on peut avoir des équilibres très stables dans lesquels une coalition politique est dominante au péril de la viabilité de la société. Et les inégalités sont l'expression de cette inégalité d'accès au pouvoir. C'est quand même remarquable que les réformes fiscales aux États-Unis ont approfondi la prise de pouvoir dans l'économie des plus riches. Donc vous avez un mécanisme totalement pervers que toute la classe politique, tous les spécialistes de sciences sociales reconnaissent. Mais ça suppose une revitalisation de la démocratie sous des formes très contraignantes pour que les règles du jeu rendre compatible l'insertion durable de tous les citoyens. Et c'est ça le défi. Et les politiques sont en train de tâtonner. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. C'est un très beau défi. Dominique Plion, est-ce qu'il partage cette vision? Beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord ont été dites. Hein. Oui. Je crois qu'une situation économique satisfaisante, c'est une situation économique, c'est une économie qui fonctionne dans l'intérêt général, c'est-à-dire, comme le disait Robert, autrement, c'est qui satisfait l'essentiel des demandes sociales qui s'expriment. Ça a plusieurs implications. Ça a été dit, je crois, tout à l'heure par Alan, c'est la question de la répartition qui doit être mise au premier plan plutôt que la question de la croissance. C'est-à-dire croître toujours plus, mais pour qui? Donc la question, d'abord, dans nos sociétés, c'est celle comment on répartit les richesses, au profit de qui, dans l'intérêt général précisément. Donc ça veut dire la question des inégalités, évidemment. Donc des politiques qui ont eu un rôle important dans les années 60-70, où on mettait l'accent sur les politiques des revenus, par exemple, qui ont complètement disparu, qui était un objectif des gouvernements. Eh bien, il faut redonner à cette dimension-là dans notre société. Deuxièmement, il faut que les citoyennes reprennent le contrôle de leur vie sous toutes leurs dimensions,
de producteurs, donc s'ils sont salariés, s'ils créent une entreprise, etc., qu'ils aient les moyens de décider eux-mêmes et qu'ils ne soient pas, au contraire, soumis sans arrêt à des règles avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. La souffrance au travail aujourd'hui est devenue extraordinairement importante, notamment parce que les salariés ne sont pas d'accord avec ce qu'ils produisent ou avec la manière dont on les oblige à travailler. Donc ça, c'est un élément absolument central. J'ai bien aimé, Alan, d'ailleurs tu m'as surpris agréablement, et je suis très content, tu as laissé entendre que tu étais pour la réduction du temps de travail finalement. La poursuite du processus, et je crois qu'on est tous d'accord, la poursuite du processus historique de réduction du temps de travail, qui est un moyen de donner de la liberté aux acteurs économiques, de décider de l'allocation de leur temps entre le travail productif et d'autres formes de travail non marchands, bénévoles et autres, qui est un élément essentiel pour le fonctionnement de la société. Et je terminerai, mais ça rejoint ce que disent mes camarades, sous une forme un peu différente, c'est la question de la démocratie, c'était redonner du pouvoir aux citoyens. Aujourd'hui, on voit bien que nos systèmes des décisions démocratiques, essentiellement démocratie représentative, est en crise totale. Les citoyens ont été dessaisis du pouvoir de décider. Donc il faut trouver d'autres formes d'expression, et ça passe y compris par la démocratie économique dans l'entreprise, donc ils participent aux instances de direction, par exemple, et que ce ne soit pas que les actionnaires qui décident, par exemple, ou leurs représentants, mais aussi dans la vie locale et aussi au niveau des États, des structures politiques. Juste un dernier mot, quelque chose qui n'a pas été dit, c'est aussi de reconsidérer la place de l'homme dans la nature. La grande erreur de l'homme, ça a été de croire qu'il était le maître de la nature. Et d'ailleurs, quand on parle d'environnement, c'est l'homme d'un côté et l'environnement que l'on domine. Non, l'homme est dans l'environnement, l'homme est dans la nature, l'être humain, le genre humain est dans la nature, et ça, il faut l'accepter avec toutes les contraintes que ça implique. Donc c'est des droits que nous avons, mais c'est aussi des devoirs que nous avons par rapport à notre environnement, par rapport à l'ensemble de la nature, par rapport aux espèces végétales, animales, à la question du climat. Ça doit être mis comme une priorité des priorités, y compris dans les constitutions, dans les législations, comme étant un élément absolument déterminant pour le bien-être de la population et surtout des générations futures. C'est des réponses assez convergentes. Je vous rappelle qu'il nous reste non, mais c'est bon, minutes. on est pile poil dans les temps. On est dans les temps, c'est bien, c'est très bien. Exactement ça. Est-ce que vous avez des questions encore ou des remarques? Oui, plein, c'est normal, mais on y serait jusqu'à ce soir. Alan Clerman souhaite ajouter quelque chose. Est-ce qu'on peut lui donner encore un petit peu la parole? Deux mots en réponse à Dominique. Je suis étonné qu'il soit surpris que je suis pour... Excuse-moi Alan, je ne te connais pas assez. Peut-être j'ai changé. On vous remercie beaucoup de votre... Alors, il y a d'autres questions? Ah bah si, vas-y. Ouais, mais si on a 8 minutes, moi je les prends. Allez, on les a. Oui, il reste quelques minutes, donc il faut en profiter. Ouais. D'accord. Alors bon, c'est intéressant, il y a une convergence, mais alors justement, qu'est-ce qui pourrait permettre la convergence de points de vue si différents? Quel travail avez-vous à faire au sein de votre science? Alors on disait tout à l'heure, pourquoi ne pas inviter d'autres sciences à la table de la réflexion des sciences économiques, mais déjà au sein de votre profession, qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous réconcilier? Alors je vais commencer. Il y a une association qui s'appelle l'AFEP, l'Association française d'économie politique, qui a été créée, qui essaye de développer l'approche pluridisciplinaire et l'approche d'ouverture donc aux autres sciences, mais aussi au sein de l'économie, aux différentes représentations théoriques, car on a besoin de dialoguer. Et cette AFEP est minoritaire, et on a essayé dans les institutions françaises universitaires, notamment d'être mieux représentés. Il y a une institution, excusez-moi c'est un peu technique, qui s'appelle le Conseil national des universités, où là on décide des recrutements, des promotions, etc., qui malheureusement, nous n'avons pas pu être représentés en tant que tel, ce courant de pensée, cette vision de l'économie dans ces institutions. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît dommageable, parce qu'en face, il y a d'autres qui sont majoritaires, qui refusent de nous voir arriver dans leur champ. Ils nous voient comme des concurrents, alors que ce sont souvent des grands défenseurs de la concurrence, devant l'éternel. Eh bien, voir arriver des gens qui ne pensent pas comme eux, et qui peut-être à un moment donné vont leur prendre, excusez-moi de parler comme ça, des parts de marché en termes de recherche ou d'enseignement, parce qu'on n'a pas du tout parlé de l'enseignement. Mais ce qui est vraiment très important, c'est aussi ça, comment on forme, alors on va en parler peut-être plus tard, mais les générations futures et les générations actuelles à cette vision pluraliste, ouverte de l'économie, qui est absolument un gage
essentiel pour comprendre la société, mais aussi de démocratie, tout simplement. Oui, parce que ça rejoint à l'université sur les étudiants. Juste un point, je voudrais vous faire réfléchir là-dessus, enfin vous questionner. Tout à l'heure, vous parliez des mathématiques et de la physique, et vous sembliez être assez unanime sur le fait que la physique était plus intéressante pour votre science. Mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que les maths sont peut-être pas une science, et peut-être plus une grille de lecture? Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion? Les mathématiques sont autopoïétiques. On pose des axiomes, mais on raisonne, on n'est jamais contredit. La physique vient on pose des concepts, ces concepts permettent des mesures, ces mesures permettent des théories, et on vérifie. Alors, vous voyez, on trouve la particule de Higgs dans une case perdue de la théorie de la matière, etc. Donc, c'est une articulation. Il y a des modèles tout à fait formalisés, mais il veut rentrer dans l'abstrait. Non, moi j'ai une autre proposition. Comment est-on sorti de la scolastique? D'où vient donc l'inflation? Donc, grosso modo, organiser des séances dans lesquelles les citoyens sont représentés, comme vous l'êtes. Toutes les problématiques théoriques sont représentées et viennent délibérer sur « voilà mon interprétation ». Avec quels sont vos arguments, y compris techniques. Chacun, il y a un PowerPoint, il y a des éléments là, un débat totalement contradictoire qui a disparu. Parce que grosso modo, le conseiller du prince dit « moi, monsieur le président, moi j'ai compris, hein, vous faites ce que vous dites ». Donc il y a une captation. Non, revenons à la base. Quels sont donc vos arguments pour baisser le coût? Alors, allons-y. Alors, on projette là le train. Alors, vous vous rendez compte, c'est très pesant, parce que là, vous allez avoir du travail. Hein. C'est pas une tâche facile. Mais réintroduire la pluralité sur un espace d'égalité. Parce que la plupart d'entre nous sont exclus du débat. On n'a jamais mon avis. Alors, et ça serait très de défendre, y compris techniquement, parce que grosso modo, derrière la technique, des fois, se cachent un peu des hypothèses bizarres. Il y a un problème, il y a une barrière à l'entrée. Cette barrière à l'entrée, souvent, dissimule des choses qui sont accessibles. Quoi. Donc, retourner aux éléments. Est-ce qu'il y a des lois sur le marché du travail? Oui, je veux dire, posons ça comme question. Ça vaut la peine. Mais attendez, ce sont des débats citoyens qui durent longtemps, parce que ça ne va pas se résoudre en une matinée. Hein, mais rétablir cette pluralité. Alors, je veux dire mon regret, j'ai commencé au commissariat au plan. À l'époque, on mimait, alors ça avait des tas de défauts, mais on mimait un tout petit peu ça. Les finances n'étaient pas d'accord avec le plan, il y avait les partenaires sociaux, les patrons n'étaient pas d'accord, et on essayait de trouver un diagnostic commun. Alors, bien sûr, la situation est très compliquée, mais il y avait un élément d'intelligibilité, on délibère. Comment voyez-vous les choses? Je veux dire, cette instance a disparu en disant les marchés financiers y pourvoiront. Quelle erreur monumentale. Est-ce que je peux être en désaccord avec mes deux collègues pour une fois? Vous avez insisté sur l'aspect historique. Vous avez oublié qu'on a eu le même débat fin des années 70. Je me souviens, Jean-Jacques Lafont, qui était un grand économiste, a voulu absolument avoir une nouvelle section de CNU parce que tous ces gens que maintenant on appelle hétérodoxes dominaient. Et il n'y avait pas la place pour les pauvres économistes, mathématiciens, les théoriciens comme ça. Oui. Ils étaient abandonnés à côté. On a essayé désespérément de créer une autre section pour ces pauvres gens-là. Donc, c'est absolument vrai. On a fait la proposition. Attention, parce qu'on rentre dans la dernière minute. Et donc, mais tout ce que je vois qu'une polémique est en train de naître, ce qui m'inquiète beaucoup. Mais il faut bannir tout de suite les idées d'hétérodoxes et orthodoxes. Nous sommes là, les économistes, pour expliquer les phénomènes économiques. Il ne faut pas être dans les religions, en disant mais notre religion est mal représentée. Il faut accepter l'idée, même si on pense qu'actuellement on est dans une minorité. Dans 10 ans, ça va changer. Et je vois la Banque d'Angleterre, le Bundesbank, tous ces gens-là investissent dans des modèles que nous, on sommes très contents avec ces modèles. Ça va changer. Il ne faut pas commencer à dire mais notre religion a besoin de mosquées, hein, donc on va ou d'églises. Je pense que vraiment l'économiste doit être plus modeste et penser que son problème d'essayer d'expliquer. Merci Alan Kerman. Sur ces très sages paroles, je crois qu'on va redonner la parole pour terminer. Je suis désolé, mais c'est l'heure. Je voulais répondre, mais aux citoyens. Ce n'est pas possible. François, une phrase si tu veux, et puis ensuite on... Allez. 2 phrases. Ouais. Bon, je vois simplement que Alan a repris ses habits de l'orthodoxe qu'il est, même s'il est critique par rapport à cette orthodoxie. Jean-Jacques Lafont, que j'ai bien connu puisqu'il était toulousain, a toujours combattu
le pluralisme par rapport auquel aujourd'hui on appelle, nous, il a toujours combattu, il a toujours eu une certaine idée de l'économie qu'il a défendue, et pour l'avoir vécu concrètement à Toulouse, puisque Jean-Jacques Lafont était le prédécesseur de Jean Tirole, je peux vous dire que très vite, il s'est enfermé dans sa problématique théorique. Merci François. Voilà. Je crois qu'on va redonner le mot de la fin aux citoyens. Entre vous. Et il y a la pause café pour terminer la discussion aussi. Ouais. Okay. On a un quart d'heure de pause café. On vous laisse continuer ça entre vous. On vous remercie beaucoup de votre participation. On retient l'idée que nous sommes locataires de la Terre et pas propriétaires de la Terre. Moi, c'est l'idée essentielle que j'en tire là. Et ayez confiance, les citoyens sont là pour ne pas vous laisser dériver dans l'espace. Très bien, bravo. Donc, merci aux intervenants, merci aux citoyennes et aux citoyens. Un quart d'heure de pause et on enchaîne avec une deuxième table ronde, justement sur la prise en compte des préoccupations des citoyens par les économistes.